par les deux parties, le Hamas et Israël. C'est ce que déclare le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme aujourd'hui. Dans la bande de Gaza, les bombardements se poursuivent malgré les appels au cessez-le-feu. Près de 40% de la population y a moins de 14 ans, des centaines, voire des milliers d'enfants, plus de 4000 selon le Hamas, sont morts dans les bombardements. Et les survivants subissent, on va le voir, de graves séquelles. C'est un reportage d'Iliana Lastal et Mohamed Safadi. Comment tu t'appelles? Il ne parle plus, il est traumatisé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À cause de la guerre, il a une crise de panique. Il ne parle plus, il dit juste un. Raouré n'a pas dit un mot depuis 3 semaines. Tu as 5 ans, c'est ça? Oui, 5 ans. Parle mon fils, parle. La dernière fois qu'un son est sorti de sa bouche, c'était pour hurler de peur. Il a hurlé et s'est couché au sol quand l'immeuble collé au sien a été bombardé à Beit Hanoun, tout au nord de la bande de Gaza. Depuis, il n'est plus le même. Il est toujours dans mes bras. Dès qu'on entend le bruit des avions, il s'accroche à moi. Il tire mes vêtements. Mohamed a 11 enfants, la prunelle de ses yeux comme il le dit. Il ne sait plus comment les protéger. Zakaria est le petit dernier. Il a 3 ans et vit sa 2e guerre. Il a été projeté en dehors de la maison par la déflagration. Tu vois ses blessures? Des marques sur le nez et le front, et des blessures invisibles, bien plus profondes. Quand il y a des bombardements, des voix bizarres, les deux s'accrochent à moi, très fort, les deux. On va les emmener aux ateliers avec nous. On va lui donner du papier, voir comment il s'exprime avec le dessin. Ici, ils ont tous vécu l'angoisse, la faim et le déplacement forcé. 22 000 personnes, majoritairement des enfants, ont trouvé refuge dans ce centre de l'agence onusienne UNRWA, dans des conditions sanitaires déplorables. Il a accepté de quitter les bras de son père, les yeux rivés au ciel. Les enfants, vous allez dessiner ce que vous voulez exprimer, d'accord? Dessiner quand les mots manquent. Ces enfants ont été arrachés à leur quartier, leurs amis, leurs écoles, parfois même à leur famille, pour un quotidien de guerre. Rire de tout, faire passer une coupure d'électricité pour un jeu, quand le noir est en redouté. Ici, on essaie encore de protéger ces enfants qui ont grandi trop vite. J'ai fait un dessin triste. Pourquoi tu es triste? Parce que c'est notre maison qui a été bombardée. Et qu'est-ce que tu souhaites? Qu'il n'y ait plus de bombardement. À Gaza, il est difficile de penser les plaies tant les traumatismes se succèdent. Un enfant qui a 10 ans a déjà vécu 3 guerres. Raouré a perdu sa chambre, ses jouets et son cocon. Il a surtout perdu son insouciance. Ce matin, il sourit, les yeux toujours rivés au ciel. Bonsoir Boris Cyrulnik. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes neuropsychiatre. Vous avez popularisé la notion de résilience, on va en parler dans un instant avec vous. On voit que ce siècle-ci en a aussi beaucoup besoin de cette notion de résilience, mais je vous propose d'abord un portrait, il est signé Marion Tinguely. Neuropsychiatre et auteur de nombreux succès de librairie, Boris Cyrulnik est célèbre pour avoir popularisé le concept de résilience. Dans son dernier livre, 40 voleurs en carence affective, Boris Cyrulnik est préoccupé de la direction prise par notre humanité. Il s'interroge sur les sources de la violence et de la guerre en étudiant à la fois le monde animal et humain. Lui, qui enfant a échappé de peu à la mort, alors que ses 2 parents, immigrés juifs, ont été déportés. Orphelin, il est placé en institution où ses seules relations humaines, il les avait avec des bêtes. Le monde animal l'a toujours fasciné. Dès l'instant où une chenille se transforme en papillon, c'est de la magie. C'est le prince charmant, c'est la baguette magique qui transforme un crapaud en prince charmant. Donc la magie existe. La magie, elle est dans le réel. Et le monde vivant est passionnant. Boris Cyrulnik a toujours pensé qu'en étudiant les animaux, on pouvait mieux comprendre la condition humaine. Approche qu'il applique à nouveau dans son dernier ouvrage sur les origines des bagarres animales et guerres humaines. On peut y lire: Les hommes peuvent fabriquer des cathédrales ou des récits merveilleux autant que des outils pour faire la guerre afin d'imposer leurs idées et leurs croyances jusqu'au génocide ou à la destruction de la planète.
Ça, les animaux ne savent pas le faire. Un livre qui est fondé sur une longue expérience clinique et une approche pluridisciplinaire qui nous invite à réfléchir sur notre place dans la nature. Boris Cyrulnik, la résilience, c'est vraiment au cœur de votre travail depuis des années. Les images qu'on vient de voir à Gaza, ces enfants, on pourrait parler aussi de ceux des kibboutz en Israël qui ont été attaqués. Comment ils vont faire pour s'en remettre? Il y aura énormément de séquelles qui vont se transmettre pendant plusieurs générations. Beaucoup ne s'en remettront jamais, des deux côtés. C'est-à-dire que là, c'est une catastrophe humaine, surtout pour les enfants. On n'est pas dans le processus de résilience, là. On est dans la guerre, c'est-à-dire dans l'affrontement. Je pense que des deux côtés, il y a des gens généreux et courageux, c'est sûrement la majorité. Mais c'est pas eux qui ont la parole, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Tant que dans ces pays-là, on donnera la parole et le pouvoir à des extrémistes, on verra des images comme ça, des catastrophes dans tous les pays. Il y a quelque chose de terrible quand on voit ce quotidien des enfants de Gaza, parce qu'il y a une sorte d'incertitude. On n'est nulle part en sécurité et leurs parents ne peuvent pas leur donner cette sécurité. Alors, voilà, théoriquement, quand les parents sont insécurisés, ils ne sont pas sécurisants pour leurs enfants. Or là, ils ne peuvent pas être sécurisés. Ce qu'ils font, les Arméniens l'ont fait au début du XXe siècle, les Juifs l'ont fait après la Shoah, et beaucoup de peuples le font. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Envelopper les enfants, leur permettre de s'exprimer avec des dessins, avec des mots, avec des jeux. Les Libanais l'ont très bien fait, ça. Malheureusement, c'est pas la résilience, c'est la résistance. On affronte le malheur, on affronte le problème. La résilience viendra après la catastrophe, parce que tout le monde va payer. Tout le monde va payer très cher. Les Palestiniens, surtout, les Israéliens payent, et nous aussi, on va payer. Alors justement, comment est-ce qu'on fait, nous, pour se protéger ou pour survivre à ces images aussi? Parce qu'on les reçoit, on est impuissant, on se sent impuissant. Alors les images transportent l'horreur, c'est pour ça qu'elles sont tellement utilisées pour entretenir la guerre. Quand il y a eu l'attentat des Twin Towers à New York, c'était en 2001, un ami psychiatre a étudié les syndromes psychotraumatiques à Bordeaux. Et beaucoup de petits Bordelais ont été traumatisés. Le réel était à New York. Ils ont été traumatisés par quoi? Par les images qui étaient transportées à la télévision. Ils ne voulaient pas dormir, ils ne voulaient plus manger, ils avaient peur de sortir. Donc ces images-là, qui sont inévitables, mais ces images-là sont utilisées pour entretenir la guerre. Boris Cyrulnik, vous avez perdu vos parents à Auschwitz, vous avez pu échapper presque par miracle à la déportation. Quand vous voyez ces images de l'antisémitisme qui revient en Europe, d'abord, est-ce que vous avez été surpris de revoir tout ça? Oui, je ne m'y attendais pas. Je croyais qu'on avait liquidé le problème. Or, les mots que j'entends, les discours que j'entends, les dessins que je vois sont exactement les mêmes que ceux que j'ai vus avant la guerre, pendant la guerre. C'est comme si notre travail n'avait servi à rien, comme si notre expérience n'avait servi à rien. Donc tout réapparaît, les mêmes discours, les mêmes exemples et la même haine. Mais comment on ne se décourage pas, Boris Cyrulnik? On voit que la guerre, toujours la haine, on n'y arrive pas. J'allais dire, on est aussi con que ça, l'humanité. Mais oui, malheureusement, je pense qu'on ne sait faire du social que par la guerre. C'est-à-dire que si l'espèce humaine a survécu, c'est parce que les hommes, plus que les femmes, étaient violents. On les a encouragés. J'ai connu cette période où, après la guerre, on apprenait la violence aux petits garçons. On leur disait, si un petit garçon ne se battait pas à l'école, sa mère avait honte et l'appelait femmelette. Il y a seulement 2-3 générations qu'on constate que la violence n'est que destruction. Jusqu'à maintenant, toutes les sociétés ont été faites dans la violence, par les armes, par la haine et par les discours, par les récits. Et on ne sait pas faire du social autrement. Vous restez quand même heureux ou optimiste? Vous avez une lueur? Alors, vous cherchez à me soigner. Oui. Et dans ce cas-là, on voit des solidarités apparaître. Le document que vous avez montré, on voit que les parents s'entraident. C'est la solidarité, et la haine a un effet bénéfique, tragique, c'est que ça augmente la solidarité des persécutés. Mais quand ça refait des clans, c'est-à-dire que le clan où on se sent bien, on se sent protégé, éprouve de la haine pour celle qui n'a pas exactement le même discours ou la même religion.
Merci infiniment Boris Cyrulnik. Je rappelle 40 voleurs en carence affective, c'est votre livre, vous êtes en conférence mais c'est complet demain soir à Genève. Ma foi, merci infiniment. Un beau témoignage maintenant, c'est aussi